Un bouquet de violettes de Madeleine Chapzal. Eliane veut se hâter, elle trottine sur place. C'est le cas de la plupart des femmes de son âge. L'influx nerveux met plus de temps pour aller du cerveau à l'extrémité des membres. Et comme elles ont peur de tomber, ça leur est déjà arrivé. Tout en voulant accélérer, elles retiennent leur mouvement. Il faut dire que le parking est sombre. Le gérant tarde à faire installer l'éclairage promis. La petite Renault d'Eliane n'est point trop difficile à ranger dans son box numéroté. Toutefois, il lui faut vérifier que les lumières sont bien éteintes. Sinon, le lendemain, c'est la panne de batterie. Elle doit aussi ramasser son sac, ses gants, ouvrir la portière et s'extraire du véhicule pour refermer la porte avec la clé de contact, ranger la dite clé dans son sac et en extirper l'autre, celle de son appartement, qu'elle aime bien avoir en main avant de pénétrer dans l'ascenseur. Il en faut du temps. Elle est devenue si lente. Mais cela lui donne aussi un sentiment de sécurité. Si elle a sa clé, c'est qu'elle est presque chez elle. Tant de vilaines histoires lui courent par la tête, des récits de femmes attaquées sur leur palier, poussées chez elle, battues, terrorisées, jusqu'à ce qu'elle révèle où elle cache bijoux, titres, espèces, chéquiers. Encore heureux quand elles ont de l'argent à la maison et que les agresseurs sont contentes. Tous des jeunes qui préfèrent dépouiller les femmes sans défense plutôt que de travailler. Une horreur. Dommage que ces appréhensions viennent lui gâcher son après-midi chez Antoinette, où tout s'est si bien passé. N'a-t-elle pas gagné au bridge 50 francs, c'est pas énorme. Les enjeux sont bas, mais c'est pour le principe. Eliane aime se prouver qu'elle a le cerveau qui fonctionne toujours bien et que de surcroît elle a de la chance, comme elle en a eu dans toute sa vie. Ainsi, pour le testament de Victor, si elle ne l'avait pas retrouvé dans ce tiroir juste avant que les enfants, ceux de Victor, débarquent dans l'appartement, elle était fichue. Ils auraient eu vite fait de mettre la main dessus. Là, ils ont tout fouillé, puis sont repartis après avoir conclu que leur père n'en avait pas rédigé. Liane l'avait dans son soutien-gorge et se retenait de le tâter pour vérifier. Ils auraient été capables de le lui arracher, puis de le faire disparaître. Comme cela se fait dans toutes les bonnes familles. Sitôt après la mort du père, les enfants tentent de réduire au maximum la part des veuves, si elles sont les mères, ou de les éliminer, si elles sont ces empêcheuses d'hériter en rond, les belles-mères. Adieu veaux, vaches, cochons. En l'occurrence, appartements, maisons de campagne, visons, rentes et bijoux. Eliane aurait peut-être gardé ses bagues, qu'elle ne quitte jamais, de même que son collier. Mais ce qui était dans le coffre bancaire, qu'elle avait en commun avec Victor, aurait été placé sous scellé, évalué, partagé, y compris les restes des bijoux. La parure en rubis, les bracelets de chez Van Cleef, les clips dans la petite panthère de chez Cartier, sans testament, tout ce que Victor lui aurait offert serait tombé dans les mains des enfants. C'est ce que lui ont dit l'avocat et le notaire. Vous avez de la chance que M. Boyne ait rédigé son testament holographe 8 jours avant sa mort et que vous l'ayez découvert. Holographe, ça veut dire quoi? Entièrement écrit, daté et signé de sa main. Nous lui avions recommandé de le faire plus tôt, mais il croyait avoir du temps devant lui et ne souhaitait pas en perdre en venant à l'étude. Rupture d'anévrisme, avait conclu le médecin du SAMU. On ne pouvait plus rien faire. Y avait-il eu des signes avant-coureurs? Il se sentait un peu fatigué et de temps en temps il avait mal à la poitrine. Il disait que c'était son aérophagie. Remarquez,
On aurait su que cela n'aurait rien changé. Cela ne soigne pas un anévrisme. On s'inquiète et l'anxiété accélère peut-être le moment de la rupture. Mais c'est tout. Victor était mort sans s'inquiéter. Et elle, Eliane, avait hérité avec sérénité. C'est maintenant qu'elle angoisse, comme chaque fois qu'elle rentre chez elle toute seule. Est-ce que cette porte de sortie est loin et l'ascenseur n'est jamais arrêté à l'étage, autrement dit au deuxième sous-sol. C'est sur le petit palier très éclairé qu'il attend. Cagoulé, grand, mince, pas vraiment brutal, déterminé. Il lui arrache son sac Dior, explore la poche à rabat de la belle maroquinerie où, heureusement, sont glissés quelques billets de 500, s'empare aussi de son agenda s'il croit qu'elle y range sa carte. Mais il se trompe. Puis, saisit ses mains l'une après l'autre. Les siennes sont longues, plutôt élégantes. Pour un, que faut-il dire, truand, gangster, voyou. Et il lui retire ses bagues, toutes, le gros diamant taillé en rectangle, les deux petits, des toi et moi, qu'elle porte à l'autre main, la belle émeraude cerclée de brillants. Puis il détache le collier de perles, 3 rangs après, l'avoir fait tourner autour de son cou pour avoir le fermoir à porter. Un connaisseur. Un instant, Eliane espère qu'il oubliera les boucles d'oreilles dissimulées par les pattes de chien que vient de lui imposer Étienne, son coiffeur. Mais le voleur esquisse le geste de lui soulever les cheveux, et là, il lui fait un peu mal car ce ne sont pas des clips, mais des pendants d'oreilles bien crochetés. Elle a gémi, il a grogné. Leurs seuls échanges vocaux. Il y en a trop peur pour crier. Plus tard, le commissaire lui dira que c'est son silence qui l'a sauvé du pire, de l'étranglement par exemple. Les voleurs sont des âmes sensibles. Ils n'aiment pas les cris et cherchent à les faire taire par tous les moyens. Puis il ouvre la porte qui conduit au parking pour s'en aller. Au dernier moment, elle se retourne et lui flanque une grosse tape sur les fesses. Eliane n'a plus de jambes, elle se laisse mollement glisser au sol. Une sensuelle odeur de vétiver lui emplit les narines. Comme une senteur de quoi bien oui. De viol. Ce bas-flanc est pire que ceux du service militaire, professe Armand en s'écroulant à demi du lit.